Waliken Sabrina, vous êtes chirurgienne pédiatre, bienvenue. Merci, bonsoir. Synonyme de fête, synonyme de communion, se transforme en drame pendant cette période parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont circoncis pendant cette période et puis parfois aussi il y a des sortes de circoncisions collectives qui peuvent être très dangereuses, docteur Waliken. Tout à fait. Comme on a toujours remarqué que pendant le mois sacré, il y a une charge, et une demande accrue surtout comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc automatiquement, les gens, comme ils le prennent comme un rituel ou une tradition religieuse, donc ils se disent que Firmdan, on va le faire et c'est encore mieux pour comme on dit, Yidkhil fil Islam, Firmdan, et bon, ça n'a rien à voir en fait. Exactement, c'est doublement mérité. Mais comme on a dit, donc cette charge va s'accumuler au niveau des hôpitaux et par la suite, donc comme les hôpitaux, il y a pas comme la circoncision n'est pas un acte médical, on va dire. Donc il va entraver en fait le travail de nos services et de nos blocs opératoires. Et donc ça demande un personnel quand même médical ou chirurgical et l'instrumentation aussi. Et donc il y a une fatigue qui va s'installer. Il y a toute une mobilisation. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est de là d'où on a remarqué qu'il y avait des complications à partir d'un certain nombre pratiques. Devrions-nous expliquer qu'est-ce que la circoncision déjà, docteur Waliken? Oui, bien sûr, la circoncision est un acte chirurgical avant tout, qui consiste à enlever la peau qui est sur le gland. C'est une postectomie. C'est l'ablation du prépuce, qui peut être partielle, mais la circoncision chez nous, elle est totale. C'est-à-dire qu'il faut dégarnir le gland. C'est ça le principe de la circoncision. J'insiste sur le fait que la peau, plutôt l'ablation du prépuce doit dégarnir en permanence. Le gland doit être dégarni en permanence. Pourquoi? Parce que c'est de là vont découler certaines complications qui sont par exemple l'excès de peau. D'où on va aller vers refaire la circoncision, la reprise de circoncision. Donc voilà, c'est ça en fait la circoncision. Et puis, comme elle a dit, il faut une préparation particulière. Donc, il y a une préparation mentale quand l'enfant est plus âgé. Et donc, idéalement, il faut le faire précocement, à la naissance, les quelques mois qui suivent la naissance. Comme on a dit, comme on parle de religion, donc il y a la harira aussi. Si on parle d'un âge idéal, ça serait lequel? Alors, l'âge idéal, c'est-à-dire sur le plan pratique et anatomique, l'âge idéal, c'est vers l'âge de 4 à 5 ans, quand le prépuce est complètement rétracté. C'est complètement rétracté. Pourquoi? Parce que l'enfant, le garçon, naît avec un phimosis qui est tout à fait physiologique. Avant, on pensait que c'était pathologique, qu'il fallait faire tout de suite la circoncision, ou il fallait ouvrir le prépuce partiellement pour permettre à l'enfant d'uriner. Or que non, c'est cette peau qui est serrée, elle est totalement physiologique. Et au fil des mois, des érections, etc., cette peau va se rétracter, va revenir en arrière et le gland va se dégager. Voilà. Et la circoncision est plus simple, on va dire, sur le plan pratique. Mais il y a aussi une contradiction. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enfant qui comprend, en fait, qui parle, il sait, il connaît l'inconnu, etc. Donc, on va lui dire, on va t'emmener quelque part. Donc, c'est d'où la préparation de l'enfant, la préparation des parents aussi. Donc, il y a aussi donc la préparation médicale qui est le bilan préopératoire. Comme on l'a dit, c'est un acte chirurgical avant tout. Donc, il faut demander une FNS pour rechercher une anémie grave, sévère, qui contre-indiquerait formellement cet acte. La tradition de la circoncision ne remonte pas c'est-à-dire ne dépend pas que de l'islam, elle remonte à très longtemps, elle remonte même à la civilisation égyptienne. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quel est l'impact de la circoncision sur la santé des enfants, justement? Quels sont les bénéfices? Oui, alors à l'époque, comme vous l'avez dit, à l'époque des pharaons, dans l'Égypte antique, donc on l'a fait
faisait à but hygiénique, en fait. C'était par rapport à ça. Et donc, au fil des années, scientifiquement parlant, les études scientifiques ou les statistiques ont démontré que plus de 40% des garçons circoncis, d'hommes circoncis, contractaient moins ou contractaient pas certaines maladies sexuellement transmissibles, comme l'HIV et le papillomavirus. Oui. Voilà. Donc, automatiquement, il y a le cancer aussi du col de l'utérus. Donc, on revient sur les statistiques où les femmes ou épouses d'hommes circoncis contractaient moins aussi ou avaient moins le cancer du col de l'utérus. Oui, justement, pour rester un peu sur les chiffres, selon une revue américaine qui s'appelle Close Medicine, la circoncision réduit près de 60% le risque d'infection par le VIH-Sida et cela va pas... C'est-à-dire c'est pareil pour les autres infections justement que vous venez de citer. Alors est-ce qu'il y a un âge, on l'avait dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un âge idéal dans la circoncision d'un point de vue cicatrisation? Ah oui, d'un point de vue cicatrisation. C'est-à-dire pour guérir plus vite peut-être? Oui, c'est l'âge de la naissance, oui. Les premiers mois de vie. Pourquoi? Parce que la cellule elle est toujours à l'état embryonnaire, donc il y a la cicatrisation qui se fait très vite. Il y a aussi les vaisseaux sanguins qui ne sont pas développés comme des vaisseaux sanguins d'un nouveau-né de 2 semaines, 3 semaines. Le calibre est beaucoup moindre qu'un enfant de 5-6 ans. C'est clair que la cicatrisation, ou même l'acte, est beaucoup plus facile et les complications aussi. Est-ce qu'il y a des contre-indications en matière de circoncision? Oui, il y a des contre-indications médicales comme l'hémophilie qu'il faudrait en fait préparer en milieu hospitalier par des facteurs. L'enfant doit être préparé. Est-ce qu'on peut expliquer en 2 mots ce que c'est que l'hémophilie? Déjà rappeler que c'est un trouble de coagulation. Tout à fait, c'est un trouble de la coagulation. Et donc il faudrait des facteurs. Il y a un manque, c'est un manque en facteurs 7 et 8. Voilà. Et donc pour justement faire la circoncision, il faut une préparation au préalable. C'est-à-dire injecter des facteurs avant la circoncision et après la circoncision. C'est ça Et donc les complications, comme avait dit, et je répète donc le professeur Riati, c'est des complications, plutôt des contre-indications anatomiques. C'est pour ça que la consultation avant la circoncision est impérative, justement pour détecter s'il y a des malformations type hypospadias où l'orifice urinaire est plus haut situé. Et donc nécessitant une intervention chirurgicale avant la circoncision. Pourquoi? Parce qu'on aurait besoin de cette peau qu'on couperait pendant la circoncision et qui peut être utile dans la plastie justement pour remonter l'orifice qui est plus bas situé. Oui. Et puis il y a certaines maladies aussi comme les ectopies testiculaires, etc. Qu'on détecte pendant la consultation avant la circoncision. Pour rester un peu sur l'hémophilie, si vous permettez, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette maladie parce que c'est très, très important et il y a eu beaucoup d'accidents concernant les enfants qui ont cette maladie. Revenir un peu peut-être sur les circoncisions collectives où on peut tomber souvent sur des enfants qui sont hémophiles et sans le savoir. Ça aussi, c'est dangereux, docteur Waliken. Tout à fait. Oui. La première complication d'une circoncision qu'on redoute, c'est le saignement. Le saignement incontrôlable, qui pourrait être en rapport avec une hémophilie. Mais bon, maintenant, on demande les bilans préopératoires, TCK, ou quand il est allongé. Là, il faudrait le rappeler, on ne se contente pas du TP. Non, pas le TP. Le TP, le TCK qui va nous prouver, enfin nous montrer qu'il y a une anomalie en rapport avec un témoin donné par les laboratoires dans lequel on a fait le prélèvement. Voilà. Quels sont les risques chez un enfant hémophile, justement, si on ne le sait pas, on a fait la circoncision? C'est un enfant qui risque littéralement de se vider de son sang? Tout à fait, voilà. C'est une hémorragie incontrôlable. D'où la nécessité et l'obligation de faire ces circoncisions en milieu hospitalier. Dans le cas où il y a une urgence, on pallie l'urgence avec des réanimateurs, avec des facteurs qui sont à l'intérieur de l'hôpital. Admettons que l'enfant habite très loin et qu'il fasse sa circoncision ou dans un cabinet ou à la maison, ce qui se passe malheureusement même maintenant. Donc voilà, c'est ce qu'on redoute. Malheureusement, on redoute la mort. Absolument, c'est carrément le pronostic vital qui est engagé. C'est le pronostic vital. Comme vous dites, tant qu'il y a une hémorragie incontrôlable et l'enfant fait un choc hémorragique. Absolument. Alors, à quel moment il faudrait s'inquiéter? Peut-être qu'on a tendance à dire c'est normal que ça saigne. À quel moment ça devient anormal? Quand ça dure combien de temps?
Écoutez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Après, il se pourrait qu'un des fils, c'est pour ça que je dis aussi que la circoncision, plus tard, il y a plus de vaisseaux qu'en ligature. Donc, il y a un fil qui peut sauter. Pourquoi ? Parce que l'enfant a bougé. Voilà, c'est comme ça. Ou bien, il y a une vénule ou une artériole ou un vaisseau qui s'est remis à saigner, qu'on n'a pas ligaturé dès le début de l'intervention. Mais un saignement ne devrait pas exister. Ça existe, c'est une complication. C'est l'une des complications qui est très rare quand on contrôle ce saignement pendant la circoncision, mais elle peut exister. Donc, dès qu'il y a saignement, même minime, il faut contacter son médecin ou son chirurgien. Est-ce qu'on peut revenir justement sur les soins post-opératoires, docteur Waliken? Oui, bien sûr, les soins post-opératoires sont très simples. En fait, c'est des soins avec une solution antiseptique, simplement par du sérum salé, qui est une solution antiseptique, et une pommade cicatrisante. Moi, j'utilise la vaseline qui donne très très bien. En fait, surtout quand le nouveau-né est opéré très tôt, comme on décalote, donc on met de la vaseline pour éviter que le gland donc ça colle à la couche, et puis c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'il y a une croûte qui va se former, elle va se décoller, il y aura un saignement, etc. Donc il faut mettre à chaque fois donc une pommade type vaseline, voilà. Donc c'est des soins très très simples, nettoyer, et puis permettre au bout de la 48e heure ou 72e heure, le bain tout à fait... Au bout de 48 heures, c'est ça? Au bout de 48-72 heures, on peut... Cicatrisation est en général entre 7 et 10 jours. Oui. Est-ce qu'un aspect, ça c'est une question sur la page de l'émission, est-ce qu'un aspect enflé et rouge est normal? Alors l'œdème est tout à fait normal. Après, ce qui n'est pas normal, c'est les sécrétions verdâtres. C'est le pus, en fait, c'est l'infection. Par contre, il y a une sécrétion, en fait, c'est la fibrine qu'il ne faut surtout pas toucher, qui est souvent confondue au pus. Souvent, les parents nous appellent, nous disent voilà, il y a une sécrétion qui s'est formée, il y a une couche blanchâtre qui s'est formée tout de suite le lendemain. C'est pas de l'infection. L'infection, c'est autre chose. Une infection, c'est l'écoulement de pus. Voilà, et que l'œdème continue et ça ne désenfle pas, même après 4-5 jours. Quelles sont les causes, finalement, Dr Waliken, d'une éventuelle reprise de la circoncision? Alors, la reprise de circoncision, la cause, c'est l'excès de peau. Pourquoi ? Parce que l'enfant a été... C'est-à-dire c'est une circoncision ratée? C'est une circoncision incomplète, on va dire, pas ratée. Pourquoi ? Parce que l'enfant a été circoncis très tôt, à la naissance, où il avait un panicule adipeux, ou peut-être fait pas par un personnel de la santé habitué qui connaît les différentes formes anatomiques. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait que cette circoncision doit être faite et pratiquée par un spécialiste et idéalement par un chirurgien. Voilà. Quelles sont les complications possibles? On va enchaîner sur le deuxième thème. Mais pour terminer, quelles sont les complications possibles de la circoncision? Alors, des complications, on le dit, complications inhérentes à toute chirurgie. C'est-à-dire quand on ouvre, ce qu'on risque, c'est l'infection et le saignement. Après, propre à cette chirurgie, à la circoncision, c'est justement... C'est pour ça qu'on n'arrête pas de rappeler qu'il faut le faire aussi dans un milieu tout à fait. Donc, c'est les conditions de la préparation dans un milieu... C'est-à-dire, même si c'est un acte qui paraît banal, il ne faut pas le banaliser. C'est un acte chirurgical. C'est un acte banal du point de vue peut-être temps, parce que ça dure 20 minutes, c'est rapide, on connaît les repères, on sait, il n'y a pas un schéma particulier. Il faut connaître quand même les repères anatomiques. C'est très rapide, c'est une chirurgie qui dure 20 minutes. C'est par rapport à ça. Mais ça reste une chirurgie. On va quand même ligaturer des vaisseaux, etc. Donc, et l'autre complication, c'est couper la peau plus qu'il en faut. Voilà. Alors, comment savoir qu'un enfant est pubère, docteur? Ça peut être une question très basique, mais c'est important de le rappeler. Pour les filles, peut-être c'est simple, mais pour les garçons, comment savoir que notre enfant est pubère et qu'il doit jeûner? Alors c'est tout comme les filles. En fait, les filles, elles ont leur cycle menstruel, elles ont leurs règles. Et les garçons aussi, ils ont leur sécrétion. Donc c'est pas la voix, on a tendance à dire quand la voix, c'est un signe pré-pubertaire. D'accord. Oui, ça vient avant. Mais c'est en fait la puberté, c'est-à-dire pour justement autoriser l'enfant à jeûner et 30 jours sur 30, c'est plutôt les sécrétions. Ils le font avant. Hein. Mais ceci dit, on ne doit pas attendre 13 ans. Je veux dire que les enfants le font avant
avant. Ils le font généralement avant. Oui, ils le font par entraînement. À quel moment c'est-à-dire c'est obligatoire? La puberté, c'est ça, c'est avoir ses sécrétions. Toujours une question sur la page de l'émission. Alors, c'est également un enfant qui a 12 ans et qui a perdu beaucoup de poids parce qu'il jeûne pour la première fois cette année. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter quand on voit qu'il y a une perte de poids? Oui, peut-être c'est par rapport au régime qui a diminué. Et un enfant de 12 ans, quand même, il a besoin il y a certaines calories qui doivent être donc brûlées. Et il a au moins 3 repas principaux par jour. Donc le fait de perdre du poids, bon, s'en inquiéter, peut-être pas. Après, ça dépend. Il y a la perte de poids qui est accompagnée avec d'autres signes. Parce que s'il perd du poids, mais il continue à être dynamique, c'est pas isolé. Voilà, c'est pas une perte de poids isolée comme ça. Il faut qu'il y ait quand même d'autres signes pour s'inquiéter. S'il perd du poids, il est fatigué, il est pâle. Uniquement une perte de poids, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans sa question, elle ne relève que la perte de poids. Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter du moment qu'il continue à aller à l'école. Avec quoi doit-on rompre le jeûne pour les enfants, hein? On reste bien sûr sur les enfants. Je pense qu'il faut donner, du moment on est en hypoglycémie, une boisson sucrée déjà, ça c'est de l'eau et du sucre, une boisson, un jus de fruits, voilà, et avec une soupe. Déjà la soupe, on préfère pas l'eau. C'est liquide. Déjà, pour commencer, parce qu'il y a un risque de... Je pense que c'est l'effet. L'eau directement, oui, pourquoi pas, mais bon, pas rapidement, on va dire. Oui. Et la soupe qui est riche en légumes et voilà, je pense des céréales type pain, voilà. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.